l'école peut quelque chose en termes d'égalité filles-garçons. Alors, il est clair que l'école ne peut pas tout toute seule. Ça, je pense qu'on en est bien d'accord. Il est clair que des choses se jouent en dehors, que des choses se jouent très tôt. Mais pour autant, euh, voilà, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que cela suffit pour dédouaner l'école de ce qu'elle peut faire et que ici et maintenant, on a de véritables leviers d'action qui ne porteront pas leurs effets simplement dans 2 ou 3 générations. Il y a parfois un côté un petit peu déprimant lorsque on s'attaque à ces questions d'égalité et en particulier de phénomènes assez lourds qui sont les phénomènes d'orientation et de genre. Donc là, vraiment, je vais essayer de prendre plusieurs points et montrer, en tout cas donner des pistes, vraiment des pistes d'action, des pistes d'espoir, mais dont certaines aussi sont reprises, je crois, dans votre programme par certains des intervenants. Alors, on va commencer peut-être avec la diapositive suivante. Voilà, par quelques points, je dirais, d'histoire dans le sens en regardant le parcours d'un élève. Alors évidemment, j'ai dit qu'on allait parler d'espoir et être positif. Ça commence pas très bien puisque vous connaissez sans doute cette malencontreuse campagne publicitaire pour recruter des enseignants qui datait de 2011 et qui est évidemment un magnifique exemple de stéréotypes. On ne sait trop que dire entre cette future professeure, sans doute de français, qui lit dans sa cuisine un roman, et ce professeur sans doute de sciences qui est en train de s'intéresser au numérique au travers d'un ordinateur sur un fond bleu extrêmement concentré et sérieux. Bon, comme quoi les meilleures intentions du monde parfois n'empêchent pas les stéréotypes et chez les publicitaires ou chez les autres. Donc voilà, même dans l'éducation nationale, il faut toujours faire attention à ce que l'on fait. Donc j'ai dit que je commençais du début et on va démarrer avec la diapositive suivante sur finalement quelque chose qui est au cœur de l'école, à savoir les disciplines. Et commençons par un sondage que j'aime beaucoup. C'est un sondage qui n'est pas récent mais qui n'est pas trop vieux, les disciplines préférées à l'école primaire, où on interroge les écolières et les écoliers. Bon, alors, j'ai oublié de préciser, et Pascal ne l'a pas dit, que en dehors de mes fonctions, je suis au départ prof de maths et IG de mathématiques, ce qui explique peut-être un petit tropisme pour cette discipline. Donc, en tout cas, on voit de façon claire que les écoliers aiment les mathématiques, ils aiment aussi le sport, le français, mais les mathématiques arrivent en tête. Bon, donc ça, c'est quelque chose que l'on sait, je crois que les professeurs des écoles savent bien, les mathématiques sont une discipline qui est considérée comme ludique. Comme disent les élèves, en mathématiques, on cherche, mais il y a quelque chose à trouver. Ça fait partie des 2 points positifs. Alors regardons de plus près, c'est la diapositive suivante, sur ce qui se passe cette fois-ci du côté des filles et des garçons. Alors d'abord les filles. Eh bien les filles, contrairement peut-être à une idée reçue, parfois, leur matière préférée, c'est aussi les mathématiques, mais à égalité avec le français. Une égalité assez spectaculaire, d'ailleurs, on ne l'a pas fait exprès, mais la vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire que voilà, les écolières aiment les mathématiques, il n'y a pas de blocage, et d'ailleurs, vous en avez peut-être parlé, il n'y a pas non plus de différence dans les résultats, quelles que soient les études qu'on donne, mais par ailleurs, il y a aussi un goût pour cette discipline. Et si on regarde du côté des garçons, c'est juste Et là, du côté des garçons, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une disparité énorme, c'est-à-dire qu'on voit les mathématiques, on voit le sport, mais les autres disciplines scripturales sont très très loin derrière en termes de goût. Et c'est vraiment un point d'entrée que je vais un petit peu creuser dans cette première partie, qui est qu'on s'intéresse, et à juste titre, on met un focus sur filles et mathématiques, filles et sciences, et peut-être en oubliant qu'il y a peut-être un souci plus grand du côté des garçons et de certaines disciplines, et que plutôt que de dire que les filles ne vont pas assez en sciences, c'est plutôt que les garçons ne font que ça, si je peux dire. Une sorte de monomanie des garçons. Donc là, on voit qu'en dehors des mathématiques et du sport, il n'y a pas grand-chose qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. Donc on continue et cette fois-ci, on fait un saut dans le temps en se retrouvant, finalement, ça ce sont des chiffres de rentrée 2019. Alors, comment on lit ça? C'est en vert, on a les filles et en jaune, enfin, à droite, on a les garçons.
Donc, sur 100 filles qui s'orientent après la seconde en série générale, il y en a 21 qui se dirigent vers la L, 33 vers la ES et 45 vers la S. Donc là aussi, contrairement à ce qu'on dit, oui, les filles choisissent en majorité la série scientifique. Mais ce qui est frappant, évidemment, c'est le graphique d'à côté pour les garçons. C'est-à-dire, c'est que les garçons, eux, ils ne choisissent quasiment que la série scientifique. Donc, on voit que si on regarde en termes d'orientation, les filles ont finalement une orientation assez équilibrée, avec donc des choix scientifiques, des choix économiques et de société, et puis des choix littéraires. Et le problème est peut-être du côté des garçons qui, eux, en dehors du choix de la S, bien, il n'y a pas grand-chose, et il y en a en particulier aucun en série littéraire. Donc, s'il y a un déséquilibre et s'il y a un souci d'orientation, peut-être est-ce qu'il est plus du côté des garçons que des filles. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à regarder de ce côté qui n'est peut-être pas suffisamment regardé. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses pour être sûr que les filles fassent des sciences, on fait assez peu de choses pour s'intéresser au fait que les garçons fassent des lettres. Faut être assez honnête de ce côté-là. Donc, cette fois-ci, alors évidemment, c'était l'ancien monde, le monde des séries. Qu'en est-il des choix de spécialité? Donc, ça, c'est la diapo suivante. Alors, des chiffres nationaux très, très récents, hein, rentrée 2020, avec évidemment un écart, cette fois-ci spectaculaire, qui est plus spectaculaire que sur les chiffres qu'on donne habituellement, parce qu'habituellement, on compare des nombres de filles et des nombres de garçons. Mais comme il y a plus de filles au lycée général, ça fausse un peu la donne. Là, ce sont des chiffres différents. Donc, voilà comment on peut le lire. En mathématiques, sur 100 garçons en terminale générale, il y en a 30, sur 100 filles, pardon, il y en a 30 qui ont pris la spécialité maths. Et sur 100 garçons, il y en a 54 qui ont pris la spécialité maths. Donc, ça veut dire que la probabilité qu'étant un garçon, on choisisse la spécialité mathématique est quasiment 2 fois supérieure à la probabilité de la même chose pour une fille. Donc, c'est très spectaculaire. On a aussi un fort écart en physique-chimie, tandis que pour les autres, j'ai pris que les spécialités les plus choisies, hein, on a une légère avance pour les filles. Mais là aussi, on voit une focalisation des garçons sur mathématiques et physique extrêmement forte, et là qui fait un écart très fort. Donc, on voit se dessiner quand même une problématique. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu bizarre d'en parler à la journée du 8 mars, mais on sait que les phénomènes de stéréotypes touchent autant les garçons que les filles que les garçons. Et je dirais les victimes sont, si je puis dire, des deux côtés. Alors, justement, sur la slide suivante, c'est un petit peu cette première piste qui est, je dirais, de ne pas oublier les garçons, si je puis dire. Alors évidemment, vous en avez parlé à propos du cyberharcèlement, mais une petite remarque, c'est, et j'ai indiqué un extrait d'enquête qui a été faite en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, quand on parle de la question du genre, du gender gap, en fait, ça ne veut pas dire la même chose qu'en France. Quand on parle du genre, on parle de l'échec des garçons. On ne parle pas du tout de la moindre réussite des filles en sciences ou en mathématiques. Dans les pays anglo-saxons, la question du genre à l'école, c'est la question de l'échec des garçons. Alors, bon, on pourra trouver que c'est un angle qui est particulier, mais en tout cas, il y a une vraie problématique qui est vraiment étudiée et qui donne lieu à des réflexions. Par exemple, de la même façon qu'on essaye de faire venir des ingénieurs femmes pour donner aux filles le goût des sciences, bon, bah, en Grande-Bretagne, on essaye d'attirer des professeurs des écoles hommes en faisant des campagnes de publicité ciblées et en donnant des primes. Voilà une chose un petit peu différente, évidemment, de la façon dont on voit la situation en France. D'un autre côté, je vous ai mis, puisqu'on parle de pistes d'action, ça fait partie de ces choses que savent très bien faire les Québécois, la lecture et l'écriture chez les garçons de A à Z. C'est une recherche-action, donc c'est à la fois des éléments de recherche, mais aussi des choses très concrètes, comment faire en sorte que les garçons, au début du collège, aient le goût de lire, tout simplement. Et ça donne des choses très simples, le type de livre qu'on met dans la classe, le type de choses qu'on fait lire, c'est ce qui est assez intéressant avec la perspective québécoise, c'est que ça croise toujours des travaux de recherche et des choses très concrètes et qui sont accessibles dans les classes. Donc, une des pistes, c'est de donner une plus grande variété dans le type d'écrit.
c'est-à-dire pas simplement de la littérature en cours de français, mais aussi des revues sur l'aventure, le sport, etc., la science, donc d'avoir une diversité de production de lecture. Donc ça, c'était un point. Alors, je vais encore continuer un tout petit peu sur cette histoire de filles-garçons et de petites difficultés des garçons, puis je reviendrai quand même à ce qui concerne spécifiquement les filles. Donc sur la slide suivante, je voulais profiter. Alors, voilà. Donc la slide suivante. Voilà. Alors, il s'agit d'une étude qui est sortie récemment, d'une étude extrêmement riche qui s'intéresse aux trajectoires scolaires des enfants d'immigrés. Alors, une question dont régulièrement, en disant pas toujours des choses très fondées et très intelligentes, l'avantage des études de l'ADEP, c'est qu'on dit des choses fondées et intelligentes à partir de vraies enquêtes statistiques scientifiquement solides. Et là, il y a une question très simple, c'est au fond, bon, on dit que les filles réussissent mieux que les garçons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, je dirais, quelle que soit l'origine des parents? Finalement, est-ce qu'il y a des choses à dire de ce côté-là? Donc là, vous avez un premier tableau. Alors, comment il se lit? La population de référence, ce sont les garçons que l'INSEE appelle parfois de la population majoritaire, c'est-à-dire, si vous voulez, qui ont leurs deux parents français. Donc ça, c'est la population de référence à 1. Lorsque on dit, par exemple, que les filles dont les deux parents sont français sont à 1,8, ça veut dire que elles réussissent, elles ont 1,8 fois plus de chances d'accéder au baccalauréat que les garçons français. Donc ça veut dire quand on est au-dessus de 1, elles ont plus de chances. Quand on est en dessous de 1, il y a moins de probabilités. Et on voit des choses que l'on connaît de manière un petit peu intuitive. C'est-à-dire qu'on voit que les garçons d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, ont une probabilité moindre d'accéder au baccalauréat que les garçons de la population de référence. En revanche, ce qui est spectaculaire, c'est que même sans intéresser aux catégories sociales, les filles, systématiquement, réussissent, quelle que soit l'origine, français, si on veut. Et évidemment, et c'est la diapo suivante, si en plus on regarde la catégorie sociale équivalente, là, le résultat est spectaculaire. C'est-à-dire, on atteint, vous voyez, il y a des chiffres des 5 fois, des 8 fois plus, des 3 fois plus. C'est-à-dire qu'on a une surréussite des filles dans la probabilité d'accéder au baccalauréat qui est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 8 fois supérieure à celle des garçons, je dirais, des garçons de population majoritaire dont les deux parents sont français. Donc voilà, c'était un petit focus, à la fois parce que c'est intéressant d'avoir des chiffres justes sur des questions qui sont souvent débattues de manière approximative, et puis ça illustre encore une fois, voilà, cette question des garçons qui est une question qui me paraît importante. Bien. Alors, sur la diapo suivante, on a encore, mais vous aurez la référence, cette fois-ci on compare un niveau en 6e égal, voilà. Mais j'en dis pas plus là-dessus. Non, c'est bon, vous pouvez passer à la suivante pour se concentrer un petit peu sur ce qui est, je dirais, l'actualité peut-être la plus brûlante, qui est la question du lycée et du nouveau lycée, parce qu'évidemment, ça fait, je dirais, éclater et multiplier les questions d'égalité et d'inégalité. Alors, j'ai pris cette slide parce que dans le débat public, et c'est une vraie question, et on l'avait vu sur une des slides précédentes, il y a une question avec les mathématiques et les filles en termes d'orientation. Je vous rappelle la slide, sur 100 filles en terminale générale, il y en a 30 qui ont choisi l'aspect maths. Sur 100 garçons de terminale générale, il y en a 54 qui ont choisi l'aspect maths. Mais si on regarde les choses plus en finesse, on s'aperçoit que la situation est beaucoup plus contrastée, en fait. Que derrière ce choix, en fait, les élèves, ils choisissent pas une spécialité toute seule, ils en choisissent 2. Et quand on regarde précisément, on s'aperçoit que si ces 2 spécialités sont maths et physique, on a très peu de filles. Maths et NSI, on n'en a quasiment pas. Même chose que pour maths et sciences de l'ingénieur. Mais en revanche, pour tous les autres choix, on a plus de filles. Avec en particulier ce maths SVT, j'ai envie de dire 27 000 élèves. À l'intérieur de ces élèves, à mon avis, il y a les professeurs de maths
qui nous manquent actuellement. Donc, si on sait aller les chercher, il y a de quoi faire tous les profs de maths qui nous manquent actuellement. Mais en tout cas, il faut regarder les choses en finesse. Si on se contente de dire il y a un problème avec les mathématiques, il n'est pas sûr qu'on réussisse à trouver quelque chose. Par contre, là, on voit évidemment qu'il y a une question. Dès qu'on associe les mathématiques avec des SVT, on intéresse les filles. Et pourtant, ce n'est pas des mathématiques plus faciles, c'est les mêmes. Donc là, il y a sans doute une piste à creuser, une piste possible. Donc ça, c'est l'objet de la slide suivante. Voilà, donc sur la slide suivante, c'est la piste, je dirais, de la place du vivant dans le discours qu'on tient sur les sciences. Alors, deux éléments. D'abord, si on regarde la triplette mathématiques, physique, SVT, le choix à la rentrée 2020, on s'aperçoit que c'est une triplette qui est plus choisie par les filles que par les garçons. Un tout petit peu plus. C'est-à-dire sur 100 filles, il y en a 24 qui choisissent cette triplette. Sur 100 garçons, il y en a 23 qui la choisissent. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que la triplette scientifique principale, eh ben, elle est encore plus choisie par les filles que par les garçons. Alors évidemment, si j'enlève SVT, ça ne vaut plus. Hein. Si je prends maths physique, sciences de l'ingénieur ou maths physique numérique, là, on n'a plus de filles, on est bien d'accord. Deuxième petit choix, là, physique, SVT, maths complémentaires en terminale. Voilà une voie où il y a une majorité de filles, à peu près 70%, et qui est une voie d'excellence scientifique. Je dis ça, je pense que on en est persuadé. Il reste à en persuader l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, et c'est là où on voit les stéréotypes se nichent partout, pour beaucoup d'interlocuteurs, le seul choix scientifique sérieux, c'est maths physique, qui, comme par hasard, est évidemment le choix des garçons, et comme par hasard, est aussi le choix des garçons de milieux très favorisés. Alors, évidemment, ils vous expliqueront que c'est pas ça du tout, c'est parce que les maths, c'est très important, mais il y a un vrai enjeu, un enjeu assez important qui va être dans les 2 ou 3 années qui viennent. C'est-à-dire, ou bien l'enseignement supérieur se rend compte que dans ce choix-là, il y a un gisement de scientifiques de très haut niveau, et il le valorise, ou alors il reste sur des représentations très anciennes, c'est-à-dire au-delà de maths physique, point de salut, et on aura perdu une belle occasion, et hélas, on retrouvera sans doute un manque d'ingénieurs femmes, etc. Enfin, tout ce qu'on constate actuellement, on le retrouvera dans 10 ans. Donc, je vous ai mis 2 illustrations. Alors, celle de... Oh non, revenons peut-être sur le... voilà, on verra. Donc, il y a une illustration qui est un portrait de Vittoria Colizza, que vous connaissez peut-être, qui est l'épidémiologiste un petit peu vedette de l'INSERM, qu'on voit souvent nous présenter les modélisations liées au Covid. Cette maladie qui a eu, si on veut lui trouver un effet positif, de montrer l'importance des mathématiques et l'importance des interactions entre les mathématiques et le vivant, ce qui n'est pas toujours la façon dont on voit les mathématiques. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement important parce que ça peut permettre de changer l'image des mathématiques pour montrer que c'est quelque chose qui se fait d'abord pas tout seul et qui se fait en interaction avec le vivant. La deuxième illustration, en fait, c'est une illustration de publicité pour le master bioinformatique de l'Université d'Amiens, parce que là aussi, on le sait peu, l'application principale de l'informatique aujourd'hui, c'est dans les sciences du vivant. La médecine, la pharmacie, la biologie, la recherche de nouvelles molécules. Donc ça, là encore, est-ce qu'en collège, quand on présente les mathématiques, on dit, bah voilà, si vous faites des mathématiques, sans doute, vous ferez aussi de la biologie. Pas sûr qu'on le fasse, pas sûr qu'on le présente comme ça. Donc là, il y a un vrai enjeu, y compris de contenu, dans les exercices qu'on choisit, dans les thématiques qu'on choisit, à faire comprendre qu'il y a un lien entre la science, la biologie, les mathématiques, la biologie, l'informatique, les sciences du vivant. Si on réussit à faire entendre ce lien, il y a vraiment des possibilités de changement très fort de l'orientation des filles. Alors, on peut passer à la suite. Donc la suite, alors, je m'étais dit à 11h30, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de débat et une petite provocation. Alors, agir sur et agir avec les stéréotypes. Donc, j'ai mis un exemple de manuel qui est un manuel américain
qui est destiné, donc l'idée c'est de donner envie aux jeunes filles de l'âge du collège de faire des mathématiques. Donc voilà, les anglicistes auront traduit les différents jeux de mots, hein, avec un petit, vous avez des petites choses en rose, voilà, comment lui dire que vous êtes amoureuse de lui, etc. Bref, l'auteur du livre s'appelle Danica McKellar. Alors, il y a peut-être certaines et certains d'entre vous qui la connaissent, puisque c'était l'héroïne d'un feuilleton des années 90 qui s'appelait Les années coup de cœur. Voilà. Alors, stéréotype ou pas stéréotype, je dirais que du point de vue français, on dirait tout ça, c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire, on enferme les filles vraiment dans le stéréotype le pire, avec quelqu'un dont la principale qualité est d'avoir été une héroïne de teenage movie, certes. Sauf que Danica McKellar n'est pas tout à fait que ça, parce qu'elle est aussi docteur en mathématiques. Elle est docteur en mathématiques de l'université de UCLA, un doctorat de très haut niveau, et il se trouve que sa particularité, c'est que lorsqu'elle était adolescente, elle n'osait pas dire qu'elle aimait les mathématiques, parce que c'était quelque chose qui rendait pas très populaire, faut bien dire. Et donc, elle a mis longtemps à oser lever la main et dire, mais moi, j'aime ça. Donc, elle a continué à l'université tout en faisant des études de mannequin, enfin, une carrière de mannequin. Et même lorsqu'elle est devenue actrice, elle a gardé cette idée qu'il fallait décomplexer les jeunes filles d'avoir du coup pour les mathématiques. Et il fallait leur dire, au fond, vous pouvez être populaire, vous pouvez aimer collectionner les perles et vous pouvez aimer les mathématiques, ça n'a juste rien à voir. Alors, évidemment, je ne dirais pas que c'est un modèle de communication qu'on doit suivre en France, mais il y a une vraie réflexion là-dessus sur ce jeu sur le stéréotype et sur la manière dont on peut le détourner pour avancer et pour lutter contre. Voilà. Alors, on ne va pas rester quand même là-dessus, hein, je vais vous proposer d'autres pistes. Alors là, il y a quelques graphiques, je ne vais pas tous les commenter, je dirais c'est la série de petits graphiques déprimants qui indiquent un peu où on en est. Donc là, vous avez, c'est à partir des résultats de PISA 2012, le pourcentage de filles et de garçons qui disent se sentir dépassés lorsqu'ils doivent résoudre un problème de maths. Alors vous constaterez hélas que si on va tout à gauche, le numéro 1, c'est la France. Bon, évidemment, c'est un podium dont on se passerait. Et c'est un des pays, par ailleurs, où l'écart entre le pourcentage de filles qui se sentent dépassées et le pourcentage de garçons qui se sentent dépassés est le plus fort. Donc, c'est dire à la fois les élèves sont angoissés à l'idée de savoir résoudre un problème et les filles sont 2 fois plus angoissées. Donc là, ce sont des choses qu'on connaît, qui ne sont jamais très agréables à voir, mais qu'il faut voir. Donc, slide suivante. Donc la slide suivante, un petit peu le même genre, c'est cette fois-ci, on neutralise, on regarde à niveau égal, finalement, qui est le plus confiant dans sa capacité à faire des mathématiques, les filles ou les garçons. Alors c'est les garçons, et avec un écart qui est plus ou moins fort, et là aussi la France, elle est au bout à droite, juste avant la Suisse. Donc là encore, ça n'est pas brillant. Bon, on continue la slide suivante. Donc là, c'est toujours le même genre de choses, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'ils envisagent de faire des carrières faisant appel aux mathématiques? La slide suivante, c'est des mathématiques plutôt que les langues. Voilà, je vous laisserai le diaporama. Mais à chaque fois, ça redit la même chose quand même, c'est que au-delà de résultats aux évaluations qui sont un peu les mêmes, la confiance que les filles ont dans leur capacité à faire des mathématiques versus la confiance qu'ont les garçons, il y a un gros écart. Donc là, il y a un travail qui est autour du collège. C'est vraiment là où on peut faire quelque chose. Une autre piste, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en voiture avec un... Madame Holler, il serait bien que vous coupiez votre micro. Le micro surtout, pas Ah.
On suit le parcours. Voilà. Alors, une des pistes comment expliquer tout cela? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses et c'est toujours compliqué de résumer à gros traits, sans être caricatural, des situations qui sont évidemment multifactorielles. L'une des pistes, c'est une réflexion sur le goût pour la compétition. Alors, par exemple, une grande enquête, on demande à 25 000 personnes dans 36 pays, on leur demande leur niveau d'accord avec la phrase « J'aime les situations où je suis en compétition avec les autres ». Et sur une échelle de 1 à 4, à chaque fois, puis on fait des moyennes. Bon, on s'aperçoit très clairement que si on regarde à 3 et 4, on a plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que ce goût pour la compétition, alors après, évidemment, c'est des choses qui sont construites, qui sont liées aux places également dans les hiérarchies sociales, donc on est sur des choses très très complexes, mais néanmoins, ça se retrouve. Si on regarde donc la slide suivante, c'est quelque chose qui a été étudié par de nombreuses enquêtes, et des enquêtes assez récentes, où on a fait des expériences on pourrait appeler des expériences de psychologie sociale. Alors, qu'est-ce que c'est comme expérience? On joue à un jeu très simple, qui fait appel à des mathématiques, et on demande aux gens, est-ce que vous préférez jouer, par exemple, avec une équipe de 3 ou jouer tout seul? Est-ce que vous préférez qu'on vous donne des points suivant le nombre de points que vous faites, ou est-ce que vous préférez qu'on vous donne des points si vous battez votre adversaire? Et on regarde à chaque fois quelle est la préférence de chacune des personnes. Ça permet de voir un petit peu le goût ou le manque de goût pour les attitudes de compétition. Donc là, vous avez plusieurs références qui sont, hélas, pas traduites en français. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup étudié dans les pays anglo-saxons et pour l'instant n'est pas complètement venu en France. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, très concrètement dans les classes? 3 pistes. La première, c'est lorsqu'on relâche les contraintes de temps, c'est-à-dire que lorsque, pour un même exercice, on donne plus de temps, la réussite des filles augmente. Je parle à chaque fois de réussite de mathématiques. À l'inverse, lorsqu'on est dans des situations stressantes où finalement les élèves n'ont pas assez de temps pour finir l'exercice, ça avantage plutôt les garçons. Deuxième piste, et qui est peut-être la piste essentielle, c'est coopération versus compétition. Dès qu'on met une activité sous forme coopérative, des groupes de 3, vous devez faire quelque chose en équipe, aussitôt, à la fois, on a une adhésion des filles plus forte et on a une réussite des filles plus forte. C'est quelque chose qui est, par exemple, je sais, et Pascal le sait, sur les Olympiades académiques, on propose des compétitions en équipe. Ça, très clairement, à la fois, les filles s'y engagent plus et elles réussissent mieux. Et ça, je dirais, ce sont des choses très concrètes qu'on peut faire à tout niveau. On peut le faire dans les concours divers qu'on propose, on peut le faire dans les évaluations, les enseignants peuvent le faire dans leur classe et on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Mais avoir dans l'idée que de temps en temps, on peut proposer une pratique coopérative en sciences, en mathématiques en particulier, c'est quelque chose de simple et d'extrêmement efficace. Et la dernière chose, c'est plutôt dans les situations d'évaluation. Si on accorde plus d'attention à la qualité qu'à la quantité, j'ai dit la qualité à la qualité, bon, si on privilégie la qualité à la quantité, là aussi on embarque plus les filles. En gros, si par exemple dans des examens et des concours, on donne une prime à celui qui fait le plus de questions, les garçons s'en sortent mieux. Si au contraire, on dit je regarde surtout la qualité des réponses, là les filles rattrapent le gap qu'il peut y avoir. Donc, voilà quelques pistes, mais vraiment coopération, il me semble que c'est le mot essentiel. La suivante. Voilà. Un petit exemple de ce que c'était que les expériences de psychologie sociale. Donc là, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est quelque chose qui a eu lieu en Inde au travers de 2 villages assez isolés et qui ont une particularité, c'est que l'un a une structure patrilinéaire et l'autre une structure matrilinéaire où ce sont véritablement les femmes qui organisent la société. Et on fait jouer des enfants au jeu suivant. Vous devez lancer une balle dans un cercle et on vous propose 2 types de jeux. Ou bien vous allez avoir des biscuits suivant le nombre de fois où vous allez réussir le cercle. Première possibilité. Deuxième possibilité, on vous dit, vous allez avoir des biscuits
si vous faites mieux que votre adversaire. Donc, vous voyez, quelque chose où vous êtes seul face à vous-même et quelque chose où vous êtes en compétition. Lorsqu'on teste ça sur des enfants en dessous de 13 ans, qu'on soit dans un système patriarcal ou dans un système matrilinéaire, on n'a pas de différence dans les choix des filles et des garçons. Lorsqu'on passe la puberté, vous voyez, dans un système patriarcal, tout d'un coup, il y a un décrochage. C'est-à-dire que les garçons ont encore plus envie de jouer aux jeux compétitifs et les filles n'ont plus du tout envie. Tandis que dans un système matriarcal, eh bien, au fond, on retrouve une quasi-égalité. Voilà, il ne faut pas faire dire à cet exemple plus qu'il n'en dit. Hein. C'est évidemment deux sociétés très particulières, etc. Mais ça confirme juste qu'à l'âge du collège, à l'âge de la puberté, il se passe sans doute quelque chose et qu'il y a vraiment des choses à concentrer en termes d'action à ce moment-là. Donc on peut passer à la suite. Donc, une autre piste, c'est la piste de la manière dont on communique. Alors, évidemment, c'est un peu pollué par tous les débats actuels sur les histoires de points médians, etc. Mais laissons cela de côté et revenons au point central, qui est simplement la féminisation des noms, qui est quelque chose voilà, qui est tout à fait promu depuis quelques années. Donc, c'est une expérience qui est un peu ancienne et qui est très simple. On prend des professions qui sont considérées plus comme masculines, associées dans des images comme masculines. À une partie des élèves, on va présenter ces professions sous leur forme masculine ou neutre, si vous préférez, mathématicien, directeur commercial, etc. Et on va leur demander, sur une échelle de 1 à 5, comment vous estimez votre capacité à réussir des études qui mènent à cette profession. Et puis, à une autre partie des élèves, on va présenter les mêmes professions, mais simplement en les mettant, au lieu de mettre mathématicien, on met mathématicien, mathématicienne, etc. On met les deux formes. Alors, on peut dire, franchement, c'est pas grand-chose. C'est pas un effort et ça coûte pas très cher. Et vous allez voir sur la diapo suivante que pour autant, le résultat est assez spectaculaire, puisque, alors, de gauche à droite, vous avez finalement les garçons, alors on va plutôt regarder, pardon, les trois bâtons qui sont tout à droite, qui sont les scores des filles vis-à-vis de, alors le premier, le 2,64, c'est le sentiment d'auto-efficacité des filles lorsqu'on leur présente des professions qui sont écrites de façon tout à fait masculine. Et la colonne d'après, c'est les mêmes filles, mais lorsque simplement on a écrit mathématicien, mathématicienne. Et la colonne d'après, c'est en fait la même chose, mais on a mis mathématicien, parenthèse, NES. Donc vous voyez que le simple changement de graphie a augmenté la confiance que ces filles avaient spontanément dans l'idée de s'engager dans ces professions de manière assez spectaculaire. C'est vraiment, et ça honnêtement, ça coûte pas cher. Je veux dire, mais c'est dans les séances d'information qu'on fait, quand on présente des métiers, c'est vraiment quelque chose, on peut dire métier de l'informatique, on peut aussi dire, est-ce que vous voulez devenir informaticien ou informaticienne? Et ça change. C'est vraiment voilà, quelque chose de simple et dont on a mesuré l'efficacité. Donc, toujours dans le même ordre d'idées, je voulais terminer avant d'échanger peut-être par autre chose que vous faites du côté de Toulouse, à savoir la question des rôles modèles. Donc ça, c'est la diapo suivante. Donc les rôles modèles, ça consiste à faire venir, en particulier dans des classes, des femmes ingénieures, par exemple, pour que les jeunes filles se rendent compte que c'est possible. Alors, il y a toute une série d'associations extrêmement actives, et je sais du côté de Toulouse, où il y a évidemment un tissu d'ingénieurs extrêmement serré, c'est quelque chose qui marche bien. Jusqu'ici, on n'avait pas exactement mesuré l'impact. C'est quelque chose qui a été réalisé, une étude en particulier de Julien Grenet, ils sont 4, de septembre 2019, en étude scientifique, c'est-à-dire avec groupe témoin. Donc, une partie des élèves qui n'ont pas bénéficié de ce programme, c'est le programme Girls for Science, en région parisienne, une partie qui ont bénéficié du programme,
ou plutôt de deux programmes. Il y avait un programme avec des femmes qui travaillaient à L'Oréal, et il y avait un autre programme avec des chercheuses et des doctorantes. Bon. Alors, en fait, on s'est aperçu que ça avait peu d'impact pour les élèves de seconde pour l'orientation en première, comme si au fond c'était déjà trop tard. En revanche, ça a eu un impact mesurable assez fort pour les élèves de terminale dans leur capacité à s'engager en prépa scientifique et en particulier dans les prépas scientifiques entre guillemets sciences dures, où il n'y avait pas de biologie. Et résultat encore plus spectaculaire, c'est ce que vous montre le premier graphique, ça a un résultat un effet d'autant plus fort qu'on s'adresse à des filles qui ont un meilleur niveau. Donc là, ce que vous voyez, c'est le petit point, vous avez la barre rouge ou orange, c'est le groupe témoin. Et le petit point qui se déplace au-dessus, là, c'est ce qui se passe pour les élèves qui ont bénéficié du programme. Et vous voyez que plus les élèves, les filles ont de meilleurs résultats, plus le décrochage est fort. C'est-à-dire que ça a un impact très fort chez les filles excellentes pour faire le petit déclic qui fait qu'elles vont se dire les maths ou les sciences ou le numérique, pourquoi pas moi. Donc ça, c'est quelque chose. On peut remarquer aussi que ça profite aussi aux garçons. C'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde en profite. Et puis, deuxième chose, c'est plus spectaculaire lorsqu'il s'agit de collaboratrices de L'Oréal que lorsqu'il s'agit de chercheuses. Donc là, clairement, il y a un effet d'identification parce que finalement, L'Oréal, elles sont dans le monde du travail et les jeunes filles, du coup, se représentent tout à fait en train de travailler. Elles peuvent, avec évidemment une image de prestige social aussi, et puis elles peuvent poser des questions très concrètes sur qu'est-ce que c'est qu'être une ingénieure, comment on fait ceci, comment on fait cela. Donc, je dirais deux conclusions à ce point-là. Les rôles modèles, ça marche. Ça, c'est quelque chose qui est important, donc il faut continuer. Et puis, il faut vraiment creuser, en particulier, cette piste de gens de filles et de femmes qui sont dans le monde du travail. C'est vraiment ça qui a l'impact le plus fort. Alors après, il y a le bémol de cette étude qui est que ça a un impact pour les choix après la terminale, ça n'a pas d'impact pour le choix seconde-première, comme si au fond c'était déjà trop tard. En seconde, pour agir sur les choix seconde-première. Voilà. Je terminerai sur juste quand même, parce que pour pas donner l'impression que tout va bien, deux points qui restent encore en jachère. Donc le premier, c'est la question du numérique, que j'ai mis en forme de un petit peu de boutade. Donc le numérique, comme vous savez sans doute, jusque dans les années 70-80, l'informatique, c'est une discipline féminine. Parce qu'on considère que très naturellement, les qualités naturelles des femmes, qui sont la rigueur, la précision, la patience, sont extrêmement valorisées en informatique. Et puis, dans les années 80, il y a l'apparition de l'ordinateur individuel et il y a l'apparition de métiers très rémunérateurs en informatique. Et tout d'un coup, comme par miracle, l'informatique devient une discipline très masculine. Avec l'apparition, évidemment, du geek, je dirais, donc là encore, souvenir cinématographique des anciens, Wargames, donc avec le garçon devant son ordinateur, évidemment sa petite amie qui n'y comprend rien, mais qui admire beaucoup ce qu'il fait. Alors, les choses ont changé, puisque là, vous avez l'exemple de Lisbeth Salander dans Millennium, qui est donc une informaticienne. Alors, les choses ont changé, ceci dit, c'est une informaticienne qui est quand même asociale, psychopathe et serial killer. Bon, c'est peut-être pas complètement encore le modèle qui va permettre d'attirer les filles dans le numérique. Donc, on attend la prochaine étape. Hein. C'est un petit appel aux chaînes de télévision et aux scénaristes ou aux auteurs de bandes dessinées. Peut-être présenter des filles dans le numérique, voilà, qui puissent, je sais pas, avoir des amis et mener une vie à peu près normale. Je crois que ça serait la prochaine étape. Et puis, pour terminer, deux petits slides que je présente toujours pour indiquer tout le chemin qui reste à parcourir. C'est en fait une enquête qui avait été menée à l'IEP de Paris, à Sciences Po en 2015. Donc on se dit, on est à Sciences Po, on a des gens qui sont quand même maintenant détachés de tout préjugé. Enfin bon, c'est bien que c'est un peu plus compliqué. Et en fait, une sociologue a interrogé les élèves elle leur a demandé de noter leurs enseignants
suivant différents critères. Alors, premier critère, c'est la disponibilité et le sens du contact. Et à chaque fois, elle a regardé comment les étudiants garçons notaient les profs hommes, comment les étudiants garçons notaient les profs femmes, etc. Donc, pour ce qui est de la disponibilité, tout est regroupé. Voyez. Mais quand vous regardez le graphique du bas, c'est-à-dire l'animation et les qualités de leadership, là, vous voyez que ce n'est pas les mêmes moyennes. La meilleure moyenne, c'est male students, male teacher, c'est-à-dire ce sont les profs hommes notés par les étudiants hommes. En dessous, vous avez les profs hommes notés par les étudiantes. En dessous, vous avez les profs femmes notés par des étudiantes. Et tout en bas, vous avez les profs femmes notés par des étudiants hommes. Voilà, c'est un peu déprimant, mais c'est comme ça. Hein. Alors évidemment, on a essayé de voir s'il y avait une corrélation entre les résultats des étudiants aux examens. Il n'y en a aucune. Ça n'a rien à voir avec leurs résultats, ça n'a rien à voir avec, ça a juste à voir vraiment avec le sexe des profs et des élèves. Si on regarde l'encouragement, les capacités d'encouragement, là à nouveau, tout est resserré. Et sur la dernière slide, on a, on a à nouveau, vous voyez, la capacité à se mettre au courant des controverses actuelles. Donc là, encore une fois, on a cette hiérarchie assez forte. La contribution au développement intellectuel des étudiants, et puis la satisfaction globale. Là, c'est très clair. Il n'y a rien de mieux qu'un prof homme noté par un étudiant homme. Voilà. Donc, c'était en 2015. On va dire qu'en 6 ans, évidemment, tout a changé. Bon, ça montre, blague à part, il y a des efforts à faire pour les élèves. Il y a sans doute des efforts à faire aussi chez les enseignants, chez nous-mêmes, chez les étudiants, et que c'est un combat qui se mène sur tous les fronts. Voilà, merci pour votre attention et je suis disponible pour des questions si vous souhaitez. Merci Olivier. Donc, tu as brossé le tableau. Alors, juste par rapport au numérique, moi j'ai toujours une petite remarque, c'est que dans les programmes, on a mis Alan Turing et on n'a absolument pas mis Ada Lovelace. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas très bien là-dessus, puisqu'on a enlevé certaines femmes. Et de façon générale, c'est vrai que, et c'est repris par Hubertine Auclair, aussi bien dans les livres au niveau de la littérature que dans l'histoire, on a une histoire et une littérature plutôt d'hommes. Parce qu'effectivement, ça a été à une époque où les hommes étaient considérés comme ça par rapport aux œuvres littéraires, que ce soit au Moyen-Âge et tout. Et c'est vrai qu'il y a une emprise. Alors, je ne sais pas si tu as un regard sur justement tout le travail d'Hubertine Auclair sur l'analyse des manuels scolaires. Parce que c'est un grand chantier là aussi. Oui, alors, sur les manuels scolaires, je pense que les choses s'améliorent. S'améliorent doucement, c'est-à-dire, mais c'est compliqué parce qu'on sait comment est fait un manuel scolaire et pouvoir participer à un, c'était en fait l'illustratrice qui avait proposé, pour illustrer les pourcentages, de mettre une femme qui fait les soldes. Donc parfois, voilà, ce ne sont pas les auteurs qui ont. C'est assez compliqué, donc c'est mieux. Je dirais que les choses s'améliorent. Je pense qu'il y a encore à travailler dans ce qui est proposé, parce qu'on a quand même beaucoup éliminé les exemples du type Mathieu est ingénieur et puis Sandrine est infirmière, mais je pense qu'on peut plus s'élargir, c'est ce que j'indiquais, au travers d'exemples qui sont liés aux sciences du vivant, voilà, plus élargir les contextes encore, et ça c'est quelque chose qui est moins étudié par Hubertine Auclair, qui s'intéresse, et c'est normal, surtout aux professions, aux prénoms, et là je crois que les éditeurs font attention, mais il n'y a pas que les éditeurs, hein. Les enseignants eux-mêmes, ils construisent des énoncés tout seuls, et voilà, et parfois, il faut les encourager à avoir cette lecture-là de leurs énoncés. C'est une chose assez simple et qui est quand même assez efficace. Juste pour poursuivre, quand on discute avec les enseignants, ils ont une vision très asexuée de leurs élèves. Pour eux, ce sont des élèves, ça n'a pas de... C'est ni un garçon ni une fille, c'est un élève. Et pourtant, dans les pratiques, c'est pas du tout là ce qui se passe. Et quels conseils on pourrait leur donner par rapport à des leviers de formation? Alors, je sais qu'entre autres en mathématiques,
on a le temps de distribution des paroles et tout. Quand on le regarde, c'est Mmh, pas du tout asexué. Et mmh. pourtant, quand on les a entretenus au niveau du PPCR, enfin, ou d'autres inspections, ils nous disent, oh, mais non, moi j'en suis pas conscient, pour moi c'est pareil. Oui, Donc voilà. oui. Alors, c'est des choses qui s'améliorent quand on regarde les enquêtes qui avaient été faites sur effectivement le temps de parole. Il y avait un déséquilibre, c'est les garçons parlaient plus, et en particulier, ils parlaient sans avoir besoin de lever la main. Ce qui se faisait réprimander, mais quand même, on leur répondait. C'est quelque chose qui va mieux. Enfin, les dernières études montrent que ça a vraiment diminué. Alors, en revanche, et je suis d'accord avec toi, euh, je pense que les enseignants, et je le faisais de la même façon, ne se rendent pas compte que la façon dont ils présentent leur discipline, c'est une façon qui peut être genrée. Et en particulier, la façon de présenter, je parlerai de ce que je connais de mieux, la discipline mathématique comme étant une discipline de pure abstraction, solitaire, en dehors de toute considération pratique, c'est pas nécessairement quelque chose qui l'a fait bien valoriser du côté des filles. Je pense que il y a là quelque chose dont on ne se rend pas compte et c'est la manière dont on a appris cette discipline et qui a un vrai effet en termes de genre. Donc c'est peut-être des choses où nous on ne voit pas du tout malice, où les enseignants ne voient pas malice, et en fait ça a un véritable impact. Donc, je pense que dans la représentation de la discipline, dans la façon dont on en parle, euh, dès qu'on dit qu'une discipline se fait avec d'autres, comporte de la collaboration, eh bien, on a quelque chose qui est quand même plus inclusif en termes de genre. Alors j'ai une question de la part de l'auditoire. Hmm. Le désintéressement, le dégoût des filles face à la compétition, n'est-il pas dû en partie à la prise de conscience ou à l'intégration par les filles que en cas de compétition avec les garçons, elles seront probablement Hmm. désavantagées, comme elles pourraient l'observer dans la société? Et donc, Hmm. comment lutter contre cet aspect dans la classe? Alors, c'est toujours, et ça je l'ai dit, c'est toujours délicat mais j'entends, comment dire, d'essentialiser, il y a toujours le risque d'essentialiser, de dire les filles n'aiment pas la compétition. Parce qu'il y a des filles qui aiment beaucoup et il y a des garçons qui n'aiment pas ça du tout. Et parfois, dans une classe de collège, vous pouvez vous trouver dans la situation inverse, où c'est plutôt les garçons qui, voilà, c'est toujours des choses statistiques, il faut faire un petit peu attention. Sur le pourquoi, là encore, je ne m'avancerai pas, parce que c'est pour moi des choses trop complexes, et je pense qu'il y a diverses hypothèses, parce qu'il peut y avoir des situations où les filles n'ont pas peur de la compétition. Euh, on sait qu'en médecine, actuellement, il y a plus de filles. S'il y a bien un domaine où il y a de la compétition, c'est bien dans les études de médecine. On passe son temps à être classé, et pourtant les filles n'ont pas peur de cette compétition-là. Alors, peut-être que par ailleurs, c'est quelque chose qu'elles ont choisi, qui leur plaît, et dont elles se disent que ça vaut la peine. Donc il y a toujours cette question de pourquoi aussi on fait la compétition. Est-ce qu'on la fait gratuitement juste pour montrer qu'on est le meilleur sur l'exercice, ou est-ce qu'il y a quelque chose au bout? C'est aussi quelque chose. Bon, mais de manière générale, euh, ne voir trop valoriser la compétition, on sait que ça a des impacts mauvais de manière générale dans le système éducatif français. Enfin, je veux dire, en dehors des filles et des garçons. Alors, j'ai une autre question. Y a-t-il des recherches sur les stéréotypes qui pourraient agir en cours d'EPS Hmm. où le contexte de la discipline est assez spécifique? Oui, alors je pourrais vous donner effectivement, il y a des recherches. La spécificité de l'EPS, c'est que c'est sans doute une des disciplines où la question du genre a été prise en compte depuis le plus longtemps. C'est-à-dire, c'est intégré dans la réflexion à la fois des profs d'INSPE et pour le coup, c'est intégré dans la réflexion des enseignants d'EPS, euh, dans la composition des menus, dans les activités qu'on propose aux élèves, c'est-à-dire avec en particulier par exemple en lycée professionnel, comment faire en sorte, grosso modo, qu'on n'ait pas des garçons qui jouent au foot et des filles qui regardent de l'extérieur. Je caricature un peu, mais parfois la situation peut être celle-là. Et donc je dirais que c'est une discipline qui est assez pionnière dans la prise en compte de cette dimension du genre et du coup dans l'impact que ça a sur les contenus même de la discipline. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on va proposer comme menu pour pas avoir des garçons qui font musculation et puis des filles qui font gymnastique rythmique. Donc, on va faire en sorte que tout le monde soit amené à faire tout. Et là, je dois dire, c'est une discipline assez modèle
de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment une réflexion qui est dans la formation initiale, qui est dans les programmes et qui est dans les pratiques. Alors après, ça ne suffit pas à tout résoudre, mais je dirais que il y a beaucoup de recherches et il y a surtout une recherche très pratique à l'intérieur même des cours d'EPS. Et d'ailleurs, je crois que pour tous les enseignants, ça peut être très intéressant d'avoir des discussions avec leurs collègues d'EPS sur cette question du genre. Je pense ils ne mesurent peut-être pas la qualité de la réflexion sur ce sujet.